tous ou rebonjour. Si vous étiez avec nous déjà dans la galerie scène de la Maison de la Radio pour la première partie d'échange, bienvenue donc pour ce nouveau moment de face à face avec toujours cette thématique qui nous occupe depuis le début de la matinée, comment concilier la pratique du sport, l'avenir des grands événements sportifs avec la lutte contre le changement climatique. Et pour cette nouvelle rencontre, j'accueille tout de suite Édouard Marguier. Bonjour à tous. Merci d'être là pour donc cette nouvelle discussion qui s'intitule « L'hydrogène, le salut du sport automobile ». C'est évidemment une question centrale avec tout ce qu'on vit en ce moment, d'autant plus qu'il y a urgence. Urgence climatique d'un côté et urgence aussi pour tout le secteur automobile, car en 2035, il ne sera plus possible d'acheter une voiture thermique neuve, diesel ou essence. Le sport automobile va donc devoir se révolutionner et on va voir comment avec notre invité, l'organisateur d'une des plus grandes courses du Mans, des 24 heures du Mans. Accueillons Pierre Fillon, s'il vous plaît. Pierre Fillon, bonjour. Bonjour. Président de l'Automobile Club de l'Ouest et donc organisateur, entre autres, des 24 heures du Mans, en sachant que c'est cette course automobile qui est la vitrine de l'Automobile Club de l'Ouest. Alors dans ce contexte que j'ai rappelé, contexte pas évident, contexte climatique, contexte également de crise énergétique, que va devenir le sport automobile? On sait qu'il tente de se révolutionner, mais aura-t-il le temps? Alors j'ai envie de vous répondre, la solution de facilité, c'est on met tout ça au garage et on arrête tout, puisque beaucoup disent que le sport automobile est polluant. Et moi je suis très heureux ce matin de pouvoir profiter de ces quelques minutes d'échange pour vous montrer que le sport automobile, et en particulier l'endurance et les 24 heures du Mans, non seulement respectent l'environnement, mais ont participé depuis toujours à la défense de l'environnement et au développement de la mobilité. Alors ça, on verra comment, mais vous travaillez évidemment sur des solutions propres, et notamment l'hydrogène, et je crois que vous êtes venu en voiture. Alors je suis venu en voiture, mais je vais boire un petit peu d'eau avant. Ah. Et pourquoi cette eau? Pourquoi cette eau avec marqué donc dessus voilà, cette eau, H24? Expliquez-nous. C'est pas de l'eau de source, nous on l'appelle eau de voiture. Cette eau, c'est ce qui est rejeté par la voiture qui est en bas, que vous avez vu. Une voiture à hydrogène, ça ne rejette que de l'eau. Donc la voiture de course qui est en bas, hein, pas celle évidemment qui passe dans la rue. Et donc cette voiture, bon, c'est un show-car qui est en bas, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, mais il y a une voiture de course qui est son homologue et qui court déjà en course et cette voiture ne rejette que de l'eau. C'est une voiture électrique qui rejette que de l'eau. Donc voiture électrique qui fonctionne à l'hydrogène, on verra précisément comment ça fonctionne. D'abord, je vous propose de la voir, cette voiture, c'est de la voir en train de rouler avec une vidéo que vous voulez nous faire partager. Le Mans, la course laboratoire, tremplin de technologie, là encore. La zone de Maison Blanche dédiée à Mission H24 qui va vous permettre d'aller voir cette voiture de très très près. 290 km/h.8, c'est la vitesse de Stéphane Riquelme avec le proto Mission H24. Si Stéphane est là, une chose est sûre, le personnage sera très heureux de discuter avec vous. Performance également dans la gestion, la consommation de carburant pour la meilleure préservation de l'environnement. Et l'ambiance sonore également avec un tel moteur, ce n'est plus du tout comparable à une voiture avec moteur thermique. Voilà, donc je précise que cette voiture donc roule à l'hydrogène. On verra, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment tout à l'heure. Je précise que c'est bien de l'hydrogène vert, puisqu'il y a plusieurs façons de parler d'hydrogène. Hydrogène gris qui vient du gaz et donc qui rejette du CO2. Et l'hydrogène vert, c'est bien ça, vous nous confirmez. Donc ça veut dire que il vient d'où cet hydrogène? Comment il est fabriqué? Alors cet hydrogène, pour l'instant, il est fabriqué avec de l'éolien. Et donc évidemment tout ça n'a de sens que si on utilise de l'hydrogène vert. Si on fabrique l'hydrogène avec du pétrole, c'est sûr que ça n'a pas de sens. Donc cette voiture, ce qu'on appelle cette mission H24 dont vous avez entendu parler,
H parce que hydrogène et 24 parce que 24 heures. Et donc cette voiture, elle roule en course. Hein, c'est pas une voiture du futur. Elle existe déjà. Elle a fait sa première course en Italie sur un circuit que tous les fans de Formule 1 connaissent bien, à Imola. Et elle a roulé dans le cadre des 24 heures du Mans, pas dans la grande course, mais dans les courses annexes. Et effectivement, elle a déjà atteint 290 km/h. Donc c'est une voiture qui nous montre qu'elle peut nous aider à éventuellement rouler propre, en plus des autres technologies qui existent. C'est vrai que la course automobile, on pense souvent à des tours de piste et à simplement des pilotes qui tentent de jouer la gagne, mais la course automobile, dans son histoire, a apporté beaucoup à notre quotidien. Oui, alors la transition énergétique aujourd'hui, c'est une évidence pour nous. On est des passionnés de course, on est des passionnés de technologie, mais on est aussi des parents et des grands-parents et on veut laisser à nos enfants une planète qui soit durable. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, si on reprend un peu l'histoire des 24 heures du Mans, parce que les 24 heures du Mans vont fêter leurs 100 ans, ça sera le centenaire l'année prochaine, ils ont été créés en 1923. On n'a pas tous la chance de vivre un 100 ans, mais je pense que quand une épreuve vit depuis 100 ans, c'est qu'elle a apporté quelque chose. Ce n'était pas juste pour faire des tours sur la piste. Et donc mes prédécesseurs, quand ils ont inventé les 24 heures du Mans, c'était le début de l'automobile. Et en fait, ils ont voulu donner un terrain de jeu aux constructeurs pour qu'ils puissent venir démontrer et mettre au point les technologies, mais pas n'importe quelle technologie. Et c'est l'histoire des 24 heures du Mans aussi. On n'a pas un règlement fermé où tout le monde a la même voiture. On autorise à avoir différentes technologies et des technologies qu'on veut directement transférables sur la voiture de route. Et donc au Mans, par exemple, vous avez eu les premiers bitumes qui sont sur vos routes, ils ont été inventés au Mans. La plus emblématique des inventions qui ont été faites au Mans, c'est les freins à disque qui équipent absolument toutes nos voitures, éléments de sécurité indispensables. Plus récemment, on a beaucoup travaillé, on a été les premiers à introduire l'hybride qui est aujourd'hui dans toutes nos voitures. Il nous a permis d'économiser 50% d'essence, donc presque 50% de CO2. Et puis maintenant, on travaille sur le zéro émission avec l'hydrogène. Et ce n'est pas en 2035 qu'on veut l'intégrer au Mans, c'est en 2025. Et déjà, sur les courses actuelles, vous travaillez sur des carburants plus propres, sur des biocarburants, hein, c'est ça notamment? Alors, je vous ai ramené quelques petits outils pour vous montrer. Voilà, là, ici, vous avez une grappe de raisin. Eh bien, cette grappe de raisin, elle nous a servi à élaborer un carburant qui est 100% renouvelable. C'est Total Energy qui a travaillé là-dessus. Et donc, ce carburant, il est fait avec des résidus vinicoles. Et bien sûr, le raisin, on le garde pour le vin. Mais tout ce qui est résidu, il permet de fabriquer ce carburant. Ce carburant est 100% renouvelable et il permet déjà de réduire de 65% les émissions de CO2. Et on s'en sert dans tous nos championnats. Dans tous vos championnats d'endurance, donc, hein? Oui, absolument. Alors, la pollution d'une voiture, ce n'est pas uniquement ce qu'elle rejette, vous devez vous en rendre compte, évidemment, c'est aussi ce qu'elle use. Les pneumatiques, par exemple, c'est évidemment très polluant. Est-ce que là aussi, là-dessus, vous travaillez à des solutions, et notamment pour cette voiture H24? Alors, je vous ai ramené aussi quelques ce ne sont pas des gadgets. Hein. Vous voyez, vous avez un citron, là, vous avez ici de l'huile de tournesol. En fait, Michelin a intégré dans le pneu qui est sur cette voiture 53% de matériaux renouvelables. Donc ils utilisent pour fabriquer ce pneu des écorces de citron, d'orange, de la résine de pin, du caoutchouc naturel, du noir de carbone recyclé. Voilà. Donc on est aussi en train de décarboner les pneus. Oui, donc ça veut dire que à moitié, on va dire, puisqu'à 53%, il est déjà 53% renouvelable. Et l'objectif de Michelin, c'est vraiment de développer un pneu pour nos voitures de tous les jours qui soit à terme 100% renouvelable. Donc on travaille avec tous les constructeurs pour aller vers ce zéro émission, pas que avec le carburant, mais aussi avec les pneus, la façon de construire la voiture, etc. Alors cette voiture H24, qui est donc une voiture de course, n'intéresse pas uniquement le secteur automobile, il intéresse également les pouvoirs publics et notamment, je crois, la Commission européenne. Quel lien entretenez-vous justement avec l'Europe là-dessus? Alors en fait, quand on a lancé ce projet Mission H24, c'était en 2018, il y avait cette première voiture à hydrogène où on est associé avec une entreprise qui s'appelle Green GT, qui est basée en Suisse, qui est spécialiste des piles à combustible. Et on a voulu démontrer que faire un plein de carburant hydrogène, c'était simple. C'était comme faire le plein d'essence. Et on avait invité des personnalités importantes de la Commission européenne.
Et ils se sont intéressés à notre projet parce que ce projet, c'est pas que la voiture. C'est-à-dire qu'il y a toute la chaîne de l'hydrogène, tous les maillons de la chaîne de l'hydrogène qui intéressent ce projet. Parce que cette voiture, il faut effectivement lui mettre de l'hydrogène vert. Donc, comment est-ce qu'on fait de l'hydrogène vert? Donc, on le fait avec de l'éolien aujourd'hui, mais on travaille avec certaines sociétés pour le faire. Et puis, il faut la ravitailler. Donc il faut une station un peu spéciale, c'est du gaz, c'est pas de l'essence liquide. Et donc il y a tout un travail à faire. Et en fait, on s'adresse à tous les maillons de la chaîne de l'hydrogène. En plus, l'hydrogène a cet avantage qu'il s'adresse effectivement aux voitures, mais il s'adresse aussi au transport lourd. C'est même peut-être son principal avenir. Donc aux camions, aux trains, aux bateaux. Et la pile qui est dans cette voiture, la puissance de la pile qui est dans cette voiture, la station qui va permettre de ravitailler cette voiture très vite, parce qu'en course, il faut ravitailler très vite, elle est dimensionnée pour ce transport lourd. Comment s'appelle cette station? C'est la H2 West, c'est ça? Alors, non, H2 West, ça c'est autre chose. Donc, en fait, avec la Commission européenne, il y a la commissaire Maria Gabriel, qui est en charge de l'innovation et de la recherche, mais aussi de la jeunesse et des sports, qui est venue passer 2 jours chez nous, au Mans. Alors, elle a fait un baptême dans la voiture que vous avez vue en bas. Et puis, on lui a présenté, c'est le 2e volet de notre projet, parce qu'il y a la course, mais on n'est pas que organisateur de course, on est un automobile club et on est là pour développer la mobilité. Et donc, on développe l'hydrogène localement ou régionalement. Donc H2 West, c'est un groupement entre les différents départements des Pays de la Loire. La Vendée, avec le syndicat des transports qui s'appelle le CIDEV, avec Life, qui est la société qui nous produit l'hydrogène vert par de l'éolien. Et puis au Mans, on a installé une station hydrogène avec la ville du Mans, avec la région du Pays de Loire et le département. Cette station hydrogène, aujourd'hui, elle alimente un bus qui roule dans la ville du Mans. Elle va bientôt en alimenter 10. Elle va alimenter des bennes à ordures. On est en train de travailler avec les taxis pour pouvoir avoir une flotte de taxis hydrogène. Et puis, on est en train de convaincre les entreprises locales de s'intéresser et de s'équiper en flotte à hydrogène. C'est un peu la poule et l'œuf. Si vous n'avez pas de station, personne n'achète les voitures. Et si vous n'avez pas de voiture, personne ne veut financer la station. Donc, on a lancé ça. On travaille aussi également avec les universités, l'Université du Mans, parce que ce sont des nouveaux métiers, nouvelles technologies. Il va falloir des mécaniciens, il va falloir des gens pour maintenir toutes ces stations, il va falloir les créer. Et donc, on travaille avec l'université, on travaille aussi avec les écoles. Et on va dans les écoles expliquer ce que c'est que l'hydrogène. Vous avez ici, par exemple, une mini pile à combustible. C'est ce qu'on emmène dans les écoles pour expliquer aux élèves comment ça fonctionne. Et là, vous voyez, on a fait une mini voiture avec une pile à combustible. Donc les élèves peuvent la construire. Donc cette pile, on injecte de l'hydrogène et de l'oxygène et on en fait de l'électricité. Elle fabrique sa propre électricité finalement pour avancer cette voiture à hydrogène. L'hydrogène donc est dans l'air du temps, évidemment. Vous savez que la France, l'Allemagne ou encore l'Europe investit des milliards d'euros pour développer l'hydrogène. Mais cet hydrogène, et surtout en course automobile, ça peut faire peur. On se souvient dans l'histoire de ce dirigeable allemand, le Hindenburg, qui a explosé en 1936, qui fonctionnait à l'hydrogène, donc comme quoi c'est pas une technologie d'aujourd'hui, mais qui avait mis un coup d'arrêt au développement de l'hydrogène. Est-ce que vous travaillez évidemment aussi sur la sécurité? Oui, effectivement, l'hydrogène peut faire peur, en tout cas à cette réputation-là. Peut-être effectivement à cause de cet accident qui avait marqué les esprits. En fait, c'est pas si dangereux que ça. Et on travaille avec la FIA, donc la Fédération internationale du sport automobile. Cette voiture, elle a suivi des crash tests. On a testé les réservoirs, on a fait des tirs balistiques dessus pour voir comment se comportait la coque du réservoir, parce que l'hydrogène est c'est la particule la plus fine de l'univers, hein, et donc elle passe un peu à travers toute paroi, et donc ces réservoirs sont là pour évidemment garder l'hydrogène à l'intérieur, et donc on a fait des tirs balistiques. On va faire des crashs à 130 km/h, ce qui correspond à la vitesse qu'on a sur une autoroute, et puis on travaille aussi sur les incidents qu'on peut avoir. L'essence, ça explose aussi, hein, vous le savez, ça brûle, et l'hydrogène aussi, et donc on travaille avec les pompiers d'Aix-en-Provence, l'école de pompiers, des sous-officiers de pompiers d'Aix-en-Provence,
qui sont les spécialistes de l'hydrogène pour équiper tous nos circuits autour de la sécurité sur l'hydrogène. Pourquoi avoir choisi de travailler sur l'hydrogène pour les 24 heures du Mans alors qu'il existe déjà des courses de voitures électriques, pour le dire très simplement, la Formule E ou encore des voitures de rallye électriques? Alors, effectivement, il y a ces voitures électriques. Nous, on fait des courses d'endurance. Ça dure 24 heures et il faut au moins faire ce qu'on appelle des stints, donc c'est le nombre de tours sans s'arrêter pour ravitailler. En gros, au Mans, c'est entre 43 et 45 minutes. Aujourd'hui, une voiture électrique à batterie, avec ses puissances et ses vitesses, ça n'existe pas. On ne peut pas les faire tourner si longtemps. Et puis, il faut ravitailler en quelques minutes. On ravitaille en 2 minutes. S'il faut recharger pendant 1 heure, le spectacle est un petit peu moins intéressant. C'est plus vraiment de la course. Donc, l'hydrogène s'adaptait parfaitement à l'endurance parce que ça a une autonomie longue et comme une voiture à essence. Et on fait le plein en quelques minutes. Alors, vous avez commencé à nous l'expliquer tout à l'heure, mais rappelez-nous précisément comment ça fonctionne finalement. On met de l'hydrogène dans un réservoir en quelques minutes, il faut beaucoup de litres, comment ça se passe précisément sur cette voiture H24? Alors on parle de kilos, on parle de kilos d'hydrogène. On met à peu près, dans cette voiture-là, on met à peu près entre 6 et 7 kilos. Les voitures que vous avez... peu quand on compare avec un plein de carburant classique. C'est peu, mais le problème c'est qu'il y a un réservoir autour qui lui est très lourd. Mais la voiture qui roulera au Mans en 2025, elle aura 12 kg d'hydrogène. Et pour vous donner une idée, les gens qui travaillent sur le développement de la station hydrogène, cette station dont je vous disais qu'elle sera capable, d'abord elle sera mobile, on pourra l'emmener sur tous les circuits, mais elle sera capable aussi de ravitailler un train ou un bateau, donc on peut l'installer dans un port ou dans des gares. Vous nous avez amené une photo d'ailleurs de cette station, la station H2, donc, qui est donc au Mans, si on peut la voir. Elle sera capable de pousser effectivement 12 kg d'hydrogène en 2 minutes dans le réservoir. Alors, comment ça marche? Eh bien, on prend de l'hydrogène, là je vous rappelle vos cours de chimie, on prend de l'hydrogène dans le réservoir, on prend de l'oxygène dans l'air, c'est ce qu'on utilise déjà pour les voitures thermiques. Il y a un compresseur qui pousse l'hydrogène et l'oxygène dans une pile à combustible, ce sont des membranes, il y a une réaction d'électrolyse et le résultat c'est de l'électricité. Donc en fait la voiture à hydrogène c'est une voiture électrique et puis ça ne rejette que de l'eau, cette eau que nous avons bu tout à l'heure. C'est peut-être ça qui va nous manquer finalement aux 24 heures du Mans, c'est le bruit, parce que les voitures électriques font évidemment moins de bruit que les voitures thermiques. Est-ce que ça ne va pas peut-être repousser certains aficionados de la course automobile? Alors c'est un sujet, si on a envie que nos voitures de route fassent moins de bruit, ce qui est une évidence, les fans de sport automobile estiment que le bruit fait partie un petit peu du spectacle. C'est assourdissant quand on va sur une course automobile, Grand Prix de France ou les 24 heures. Oui, ça en fait partie. Après, d'abord la voiture hydrogène fait plus de bruit qu'une voiture électrique à batterie parce qu'il y a ce compresseur justement qui fait un bruit de turbine, donc ça fait un petit peu un bruit d'avion. Dans la voiture, ça fait du bruit. Moi, j'ai eu la chance de conduire cette voiture et c'est très vivant. Il y a ce compresseur qui fait un peu un bruit de moteur. Mais la nouvelle génération, je ne sais pas si elle sera aussi éduquée à entendre le bruit d'un V12 Matra ou d'un V8 Ford, enfin tout ce qu'on a connu autrefois. Et puis on a fait une petite enquête. On a interrogé en 2020 des spectateurs et vous allez voir leurs réponses. Alors, comment réagissent-ils? Future voiture à hydrogène. Donc c'est un projet qui est très très bien pour l'avenir, pour la planète. C'est important de développer ces technologies-là. C'est l'avenir, on en parle beaucoup. Il faut espérer que les constructeurs s'y intéressent. Non, c'est un beau projet. C'est le futur. Je pense qu'il y a plus d'avenir dans celui-là que dans l'électricité. C'est l'avenir, la voiture qui ne pollue pas. Si demain nos voitures sont équipées des mêmes technologies, je suis vigilant sur la planète. On est nombreux à vivre dessus. Si on veut continuer à vivre dans de bonnes conditions, il faut trouver de nouvelles technologies. Celle-ci en fait partie. Ça peut être le présent dans un futur proche. La compétition a toujours été novateur au niveau automobile et mécanique. Je crois qu'il y a des gens qui ne veulent pas le croire. C'est un peu un laboratoire aussi pour ces technologies-là. Donc c'est bien qu'elles soient représentées sur des circuits comme Le Mans qui sont connus à l'international. Et ça ouvre vraiment de nouvelles perspectives pour les déplacements plus propres.
Et on n'a pas choisi que les bonnes réponses. Bon, cette H24 en course, ça donne quoi? On a entendu tout à l'heure qu'elle fait des pointes à 290 km/h. Voilà, elle roule, elle a fait le premier record d'une voiture de course à hydrogène à 290 km/h sur la ligne droite des Hunaudières au Mans. Elle a fini ses courses, donc ça c'était déjà très, très important. Elle roule à peu près déjà, pour ceux qui connaissent un peu le sport automobile, comme une GT3. Donc c'est déjà des voitures qui sont assez rapides. Et voilà, l'ennemi pour l'instant c'est le poids. C'est encore lourd. Mais c'est pour ça que vous ne la mettez pas aux 24 heures dès l'année prochaine, vous attendez 2025. On attend 2025 parce qu'il y a encore effectivement 150 kilos à gagner sur les voitures. Bon, aux 24 heures du Mans, la course à moins d'émissions de carbone, ce n'est pas nouvelle. Quelles sont déjà concrètement les mesures que vous prenez pour tenter d'être, on va dire, plus vertueux pour l'environnement? Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Et pour commencer, on a fait un état des lieux. Quel est le bilan carbone des 24 heures du Mans? Et on ne s'est pas limité à ce qui se passe sur la piste. On a pris l'événement dans son ensemble. Et j'ai envie de vous poser la question. À votre avis, qu'est-ce qui fait le plus de CO2? Est-ce que c'est les voitures qui roulent sur la piste? Est-ce que c'est les teams qui viennent avec leurs voitures pour s'installer leurs camions? Est-ce que c'est les structures qu'on met en place parce qu'on a 250 000 spectateurs aux 24 heures du Mans? Ou est-ce que c'est les spectateurs? Eh bien, la réponse, je vais vous la donner. On va pas... Allez-y, oui. J'imagine que c'est les spectateurs. Donc, en fait, on a un bilan carbone pour les 24 heures du Mans, c'est à peu près 36 000 tonnes de CO2. Et 64% de ce CO2, ce sont les spectateurs. Évidemment, 230 000 personnes qui se déplacent. C'est ça qui est extrêmement intéressant. La piste, ce n'est que 2,5%. Nous l'avons vu, votre ambition est donc forte pour... vous tentez en tout cas de réduire cet impact environnemental. Comment vous vous y prenez? Puisque là maintenant vous avez fait le constat, comment vous y prenez pour tenter de le diminuer? Alors effectivement, on veut réduire notre objectif pour 2030, c'est d'être neutre. Neutre, je dis bien entre guillemets neutre. On veut réduire de 30% les émissions de CO2 sur le site, en incluant tout le monde, donc les spectateurs, la piste, etc. Et puis, on va compenser ces 70% restants. C'est notre objectif avec Resto 2030, ce qu'on a appelé Resto 2030. Que vous avez résumé en une vidéo, je crois. Oui. Les 24 heures du Mans ne cessent d'innover pour améliorer la mobilité. Phare anti-brouillard, frein à disque, moteur hybride. Et demain, l'hydrogène. Aujourd'hui, le climat est au cœur des préoccupations mondiales. Dérèglement climatique, montée des eaux, impact socio-économique. Mais nous pouvons encore agir. Les 24 heures du Mans s'engagent dans une course contre la montre. Pour contribuer à la neutralité carbone de la France, les 24 heures du Mans s'engagent à réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. En ligne de mire, zéro émission nette. Race to 2030. Prenons le départ, maintenant. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait ça? Voilà, concrètement, comment on fait? Alors sur la piste, on a déjà commencé, c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure avec ce carburant 100% renouvelable, et puis tout le travail qui est fait sur les pneus. Mais on travaille aussi avec les équipes pour qu'ils réduisent dans la conception de la voiture, qu'ils utilisent plus de matériaux renouvelables. Ça, c'est pour la partie piste. Et puis, on veut effectivement sensibiliser les spectateurs, agir sur ce levier. C'est un levier important puisque c'est la plus grande source de CO2. Et donc, on a commencé dès cette année à sensibiliser nos spectateurs en créant ce qu'on a appelé une Green Experience. Donc, cette Green Experience, elle est basée sur deux piliers importants. Un Green Ticket, qui est un ticket bas carbone. Donc, on récompense les spectateurs qui vont venir avec une voiture électrique, une voiture hybride, ou qui vont venir par les transports en commun. Et donc, on a mis ça en place dès cette année. On va le renforcer en 2023. Et puis, le Green Challenge. Donc là, on a créé un village, une fan zone, une Green Fan Zone, dans lequel les spectateurs vont pouvoir vivre des expériences, relever des défis RSE. Donc, on leur fait découvrir la restauration durable. Donc RSE, responsabilité sociétale environnementale. Absolument.
Ou des entreprises. Ou des entreprises ou de l'environnement, c'est comme on veut. Mais voilà, donc on les fait participer, on leur montre ce qu'on peut faire avec le tri des déchets. Il y a des défis caritatifs, il y a des quiz. Et vous aidez aussi également de l'hydrogène que vous mettez dans cette voiture aussi pour tenter de baisser les émissions de toute cette vie qu'il y a autour des 24 heures. Cette année, on avait fait un village hydrogène où on sensibilisait, on expliquait aux gens qu'est-ce que l'hydrogène, comment on le fabrique et à quoi ça sert. Il y avait d'ailleurs un petit concours où les gagnants ont pu gagner un baptême dans la voiture. On a commencé à alimenter avec des groupes électrogènes, hydrogène, ce village, ces fans. Et effectivement, l'année prochaine, on va monter d'un step, puisqu'on veut continuer à sensibiliser, à faire rentrer l'hydrogène dans le quotidien de nos spectateurs. Et donc, on va favoriser des navettes à hydrogène qui iront de la gare, par exemple, jusqu'au circuit, des taxis qui viendront en hydrogène. On a des navettes à l'intérieur parce que le circuit est grand, il fait 13,6 km. On peut aller de virage en virage. Aujourd'hui, on y va avec des voitures thermiques. Et là, on va mettre en place des navettes hydrogène. Et on va même aller jusqu'à alimenter tout un camping avec un bus. Et la pile à combustible du bus, c'est une génératrice d'électricité. Et on est capable aujourd'hui d'alimenter tout un camping avec de l'hydrogène. Pour conclure, Pierre Fillon, quelles sont les échéances selon vous du sport automobile dans ce contexte qu'on connaît aujourd'hui de crise énergétique et climatique, assez rapidement pour conclure? Alors je dirais qu'on a 3 échéances. Après, on va avancer étape par étape. Il n'y a pas juste une baguette magique qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs très vite. Mais la première, c'est effectivement qu'on ait des constructeurs, de pousser les constructeurs à venir en hydrogène, parce que le sport automobile, ces inventions, elles existent déjà, mais le sport automobile, il accélère le développement de ces technologies. Le deuxième, c'est de continuer à sensibiliser nos spectateurs. Et le troisième, c'est vraiment de travailler pour la mobilité de demain. Donc c'est ce qu'on a fait localement, c'est ce qu'on fait avec la Commission européenne. Il faut continuer ce travail de sensibilisation. Vous savez, le leitmotiv de l'Automobile Club de l'Ouest, c'est d'être acteur de la mobilité durable. C'est ce qu'on fait. Et pour finir, j'ai envie de vous dire... sur la piste, on travaille, on gagne des secondes pour la piste, enfin pour la voiture, pour la vitesse, mais notre objectif aujourd'hui, c'est de gagner des secondes pour la planète. Bon. Merci beaucoup, Pierre Fillon. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'Automobile Club de l'Ouest et donc organisateur des 24 heures du Mans qui fêteront l'année prochaine les 100 ans. Absolument. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci Edouard Marguier, merci à tous d'avoir participé à cette matinée. Ainsi s'achèvent ces premières heures consacrées aux questions environnementales. Mais le débat va reprendre évidemment tout à l'heure en cette galerie Seine. Rendez-vous à 13h50 si vous le voulez bien. Comment améliorer la détection des champions? Ce sera la thématique de la première table ronde de l'après-midi. On parlera aussi des sciences au service de la performance. Merci à tous, je vous dis à tout à l'heure.